Reporters sans frontières visés par une plainte déposée à Paris. L'Algérie accuse l'ONG française de l'avoir citée sur la liste des pays ayant eu recours au logiciel espion Pegasus. Au Nigeria, 10 pirates écopent chacun de 12 années de prison. Ils ont été condamnés pour avoir détourné en 2020 un navire dans le golfe de Guinée. C'est le deuxième procès depuis le vote de la loi sur la piraterie maritime. Et puis à Tokyo, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Yoshihide Suga. Le président français et le premier ministre japonais ont parlé de coopération. C'est en marge de l'ouverture des JO 2020. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Alger a porté plainte ce vendredi pour diffamation auprès de la justice française contre l'ONG Reporters sans frontières. Cette dernière a accusé l'Algérie d'avoir eu recours au logiciel espion Pegasus, un logiciel israélien. Les détails dans cet élément. La plainte déposée par Alger vise des déclarations de Reporters sans frontières publiées le 19 juillet sur son site, a affirmé l'ambassade d'Algérie en France. Dans ces déclarations, RSF affirmait que l'Algérie figure parmi les pays en possession du logiciel Pegasus et que le pays l'utiliserait pour espionner d'autres parties. L'ONG avait ensuite rétropédalé, publiant vendredi un erratum. Dans un premier temps, nous avons fait figurer l'Algérie dans la liste des pays clients de NSO, la société israélienne ayant conçu Pegasus. Cette erreur que nous regrettons a été corrigée. Outre leur caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations inadmissibles relèvent de la manipulation de RSF, connue pour son acharnement vis-à-vis de l'Algérie, a accusé l'ambassade, soulignant que l'Algérie dément formellement ces accusations. Pour le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, l'Algérie monte en épingle une petite et regrettable erreur pour se faire passer pour une victime de machination, ce qui n'a pas de sens. La justice algérienne a par ailleurs annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire après les révélations de presse selon lesquelles l'Algérie fait partie des victimes du logiciel espion israélien Pegasus. Les organisations Forbidden Stories et Amnesty International ont obtenu une liste de 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO pour être potentiellement surveillés et l'ont partagé avec un consortium de 17 médias qui ont révélé son existence dimanche. La liste des cibles potentielles comprend les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise, d'après l'analyse du consortium qui en a localisé beaucoup au Maroc. Au Nigeria, la justice a condamné 10 pirates à 12 années de prison chacun. Ils avaient détourné en 2020 un navire dans le golfe de Guinée. C'est le deuxième procès mené en vertu d'une nouvelle loi contre la piraterie adoptée, c'était en 2019. Les 10 pirates étaient accusés d'avoir détourné le navire chinois FV Ailufeng 2 le 15 mai 2020. La marine nigériane avait réussi à secourir les 18 membres d'équipage à bord et arrêter les 10 ravisseurs. La Haute Cour fédérale de Lagos a également condamné chacun des pirates, tous nigérians, à payer la somme de 250 000 naira, soit 520 €, selon un communiqué de la marine qui s'était constitué partie civile. Le Nigeria juge cette affaire sur la base de la nouvelle loi anti-piraterie et il s'agit d'une des décisions importantes prises pour signifier le sérieux du Nigeria dans la lutte contre la piraterie dans nos eaux internationales. Le jugement d'aujourd'hui enverra un message à la communauté internationale. La loi nigériane ne respecte pas les vols criminels dans nos eaux, ou plutôt dans les eaux internationales de la côte de Guinée. En 2020, le Nigeria avait mené son premier procès en vertu de cette nouvelle loi spéciale anti-piraterie. Bien sûr, comme vous le savez aussi, c'est la première fois que les tribunaux du Nigeria vont se prononcer sur la question du piratage. C'est donc une nouveauté. Nous allons donc faire un essai en appel. Perpétrées essentiellement par des pirates originaires du sud-est du Nigeria, les attaques de navires pour enlever leur équipage et les échanger contre rançon sont devenues très fréquentes ces dernières années dans le golfe de Guinée qui s'étend le long de 5700 km de côte en Afrique de l'Ouest. En 2020, 130 des 135 enlèvements de marins recensés dans le monde, soit plus de 95%, ont eu lieu dans cette zone, selon un récent rapport du Bureau maritime international.
En République démocratique du Congo, 8 chefs religieux chargés de désigner le président de la stratégique commission électorale dans le pays ont donné de la voix. C'était ce vendredi. Ils ont notamment dénoncé des menaces de tous les côtés, visant notamment à perturber ce processus électoral entré dans sa phase finale. Relancé depuis mars, après de violentes manifestations en juillet 2020, le processus de désignation par les confessions religieuses du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI doit se clôturer au plus tard le 28 juillet. Permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher de faire librement notre travail, a déclaré lors d'une conférence de presse l'abbé Donatien Ncholet, porte-parole des confessions religieuses. Nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ce contexte, a-t-il ajouté, réaffirmant la détermination des chefs religieux à faire aboutir le présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà annoncé qu'il briguerait un second mandat lors de l'élection présidentielle censée se tenir en décembre 2023. Une proposition de loi controversée déposée récemment prévoit que seuls les Congolais nés de 2 parents congolais puissent se présenter. Si cette loi est votée, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, né d'un père italien et d'une mère congolaise, qui affiche ses ambitions pour la magistrature suprême, serait exclu de la course. En juillet 2020, des manifestations violentes avaient éclaté à Kinshasa pour dénoncer l'entérinement par l'Assemblée nationale d'un nouveau président de la CENI, Ransard Molonda, accusé d'être proche de l'ancien président Joseph Kabila. Au moins 5 manifestants et un policier avaient été tués. La CENI, dont le mandat est échu depuis juillet 2019, est accusée par l'opposition depuis 2006 d'organiser des élections truquées ou de ne jamais publier les véritables résultats issus des urnes. Les funérailles nationales du président haïtien Jovenel Moïse assassiné ont eu lieu dans la ville de Cap-Haïtien. Une cérémonie placée sous haute sécurité dans ce pays rongé par les violences et la pauvreté. Le cercueil du président assassiné a été recouvert du drapeau national, mais des tirs ont retenti dans les environs au cours de la cérémonie. Les Haïtiens ont rendu vendredi un dernier hommage sous haute sécurité à leur président assassiné, Jovenel Moïse, lors de funérailles nationales dans une ville où ont éclaté des violences venant illustrer l'instabilité du pays. La cérémonie solennelle s'est déroulée à Cap-Haïtien, la métropole septentrionale d'Haïti. Moïse, tué par un commando armé le 7 juillet à son domicile de la capitale Port-au-Prince, était originaire du nord du pays. Des policiers avaient été déployés un peu partout dans les rues, mais ils n'ont pas empêché, comme la veille, un déchaînement d'agressivité. Des tirs d'armes à feu ont même retenti à l'extérieur de l'enceinte où se déroulaient les obsèques, forçant le départ précipité de certains participants dans des nuages de gaz lacrymogène lancés par les forces de l'ordre. Le cercueil de Jovenel Moïse, recouvert du drapeau national et de l'écharpe présidentielle, était exposé sur une esplanade ornée de fleurs. Martine Moïse, la veuve du président, gravement blessée dans l'attaque, était présente. Elle a rendu un hommage appuyé à son mari, à la fructueuse carrière d'entrepreneur avant son entrée en politique et a déploré sa fin tragique. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une note de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Des représentants de délégations étrangères, du corps diplomatique et les membres du gouvernement s'étaient succédés auparavant pour lui présenter leurs condoléances. Présent à Cap-Haïtien, le directeur général de la police nationale, Léon Charles, a notamment été pris à partie jeudi par des habitants qui lui reprochaient d'avoir échoué à protéger le président Moïse, l'enfant du pays. Le président français Emmanuel Macron en visite à Tokyo pour l'ouverture des Jeux Olympiques s'est entretenu ce samedi avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga. Il a ensuite rencontré quelques grands patrons d'entreprises nippones, dont celui de Nissan.
Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais se sont rencontrés dans le palais néo-baroque d'Akasaka au cœur de Tokyo. Sur Twitter, Macron a vanté le partenariat d'exception unissant la France et le Japon. À l'heure où nous luttons tous contre le virus, où nous engageons la relance, ce partenariat est une force, a-t-il précisé. Dans une déclaration conjointe publiée après leurs entrevues, Macron et Yoshihide Suga ont rappelé l'importance de réaliser un Indo-Pacifique libre et ouvert, inclusif et fondé sur l'état de droit, alors que les ambitions de la Chine dans la région suscitent des inquiétudes, tant du côté japonais que parmi les puissances occidentales. Ils ont aussi évoqué la coopération franco-japonaise dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui n'est pas une contrainte, mais un vecteur d'innovation et de création d'emplois, et ont exprimé le souhait de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Sur le dossier épineux des enlèvements parentaux au Japon, le communiqué commun est laconique. La France et le Japon s'engagent à renforcer leur dialogue dans l'intérêt supérieur des enfants. Cette pratique tolérée et courante au Japon, où le principe de la garde partagée n'existe pas légalement, a été de nouveau médiatisé avec la grève de faim entamée il y a 2 semaines par Vincent Fichot, un Français résident à Tokyo qui n'a plus vu ses 2 enfants depuis que sa femme japonaise a quitté leur domicile avec eux il y a bientôt 3 ans. Le président français a ensuite vanté l'attractivité économique de la France auprès de quelques patrons de grandes entreprises japonaises conviés, dont le directeur général de Nissan. Dans la matinée, Macron a assisté au combat de la judokate française Shirin Boukli, catégorie des moins 48 kg, battue d'entrée par la Serbe Milica Nikolic. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.